Tout un monde, Marie-Hélène Freixé. Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Au plus profond de la mémoire et de la tradition orale, c'est là que ce grand poème épique de 23 000 vers prend sa source, le Kalevala, texte fondateur d'une culture largement méconnue dans cette partie-ci de l'Europe, la culture finno-ougrienne qui comprend notamment les Finnois, les Hongrois, les Estoniens, les Lapons, soit environ 25 millions de personnes. Autour de ce texte prodigieux, énigmatique, c'est tout un univers, un imaginaire qui se définit en relation avec les mondes nordiques, parfois même arctiques, ceux où l'on circule en barque l'été, à ski l'hiver, et où l'homme est petit, tout petit, dans la grande nature. Mais j'en ai déjà trop dit, je cède la parole au barde qui ouvre le Kalevala et qui nous invite à le suivre. Le désir têtu me démange, l'envie me trotte la cervelle d'aller entonner la chanson, bouche parée pour le chant, mage égrénant le dit de ma Jean, la rune enchantée de ma race. Les mots me fondent dans la bouche, grains de gorge, pluie de paroles, ils se ruent, torrent sur ma langue, ils s'embruinent contre mes dents. Mon père les chantait jadis en taillant un fût de cogné. Ma mère les a dévoilés quand elle torçait la quenouille. Moi, le marmot sur le plancher, je tournaillais dans ses jupons, méchant moutard, barbe de lait, tout menu, bouche en caillebotte. Pian ei toinen varasi, minä tuoten mistään tiedä, sanotahan siellä olevan, notkot tänään noituja, tungepa tultaa sukkiheesi, keikälettää kenkiheesi, jottei pistäis noijan nuolet, eikä tietää jänteeräkset. Mie on noijan nuori poika. Tiedä ei mon tekemään. Mie se noijat nuolinensa. Tietää jätteeräksinensä. C'est Alain Fromaget qui va, pendant toute cette émission, en direct. Bonjour Alain Fromaget. Bonjour. Prêtez sa voix au barde du Kalevala, à ces mots scandés qui se transmettent de génération en génération à l'extrême nord de l'Europe et jusqu'en Sibérie. C'était donc le tout début de ce magnifique poème épique autour duquel sont réunis Gabriel Rebourset et Jean-Luc Moreau. Gabriel Rebourset, bonjour. Bonjour. C'est grâce à vous qu'on a eu l'idée de faire cette émission puisque vous avez ressorti chez Gallimard en collection Quarto le Kalevala, l'épopée des Finnois par Elias Lönnrot. On va parler d'Elias Lönnrot, qui est celui qui a révélé au monde ce Kalevala au XIXe siècle. Et c'est une édition que vous aviez élaborée il y a une dizaine d'années déjà, en traduction avec une longue préface. Bientôt 20 ans, hein. C'était en 1991 que Jean Grosjean et Jean-Marie Leclésio ont publié dans la collection L'Aube des Peuples, effectivement, cette nouvelle traduction du Kalevala. C'était le numéro 2 de la collection L'Aube des Peuples, d'ailleurs. Alors un mot de ce Kalevala, pourquoi vous, Gabriel Rebourset, vous qui êtes linguiste, certes, vous parlez une dizaine de langues, qui êtes aussi homme d'affaires, pourquoi avez-vous eu envie de vous plonger dans ce travail qui a dû être un travail absolument gigantesque, hein? On disait combien, 23 000 vers, ça vous a pris combien d'années ça ? Oh, ça ne se fait pas d'une traite, mais néanmoins ça a pris une bonne dizaine d'années, on dira, sans compter les années de correction. Ou de correctionnel, comme on préfère. Oui, c'est un long travail, mais c'est un travail de passion, hein. On entre dans ce type de travail par la passion. Je me souviens d'avoir commencé d'ailleurs par le second chant que j'avais soumis à ma lectrice de finnois, Anna Kosalsman, à l'époque, pour lui demander si c'était lisible et vivable. Et elle m'avait encouragé à revenir en arrière, reprendre le chant 1 et faire jusqu'à la fin.
Voilà, donc c'est ce que nous avons fait à l'époque. Ce que j'ai fait et ce que nous avons fait parce que j'ai été aidé dans mon travail. Alors face à vous, dans ce studio, quelqu'un qui est un autre passionné, un grand passeur de cette culture, qui a été d'ailleurs votre professeur, Jean-Luc Moreau, bonjour. Bonjour. Vous avez traduit de très nombreux ouvrages du hongrois et du finlandais. Vous étiez professeur à l'INALCO jusqu'à tout récemment, je crois. Oui, jusqu'à il y a 2 ans. Vous êtes poète, vous êtes décoré de la médaille du Kalevala depuis une vingtaine d'années. Donc vous ne l'avez pas mise d'ailleurs. C'est Gabriel qui la mériterait maintenant et pas moi du tout, mais enfin... J'ai eu cette médaille. Tu l'as eu aussi. Alors ce Kalevala, vous le fréquentez depuis encore plus longtemps que Gabriel Rebourset. Un petit peu plus longtemps, mais enfin Gabriel Rebourset a été de nos étudiants, enfin des premiers étudiants que j'ai rencontrés quand j'ai commencé à enseigner au Langso. J'avais enseigné autre chose auparavant, mais enfin, c'était vers les années... En 68, d'ailleurs, en 67-68. Enfin... Alors, à travers votre travail et le Kalevala, on va donc découvrir tous ces mondes finno-ougriens, puisque vous avez traduit beaucoup de livres de l'estonien, du hongrois. Donc, vous naviguez à travers ces mondes finno-ougriens. Vous n'avez pas vous-même fait une traduction du Kalevala proprement dit? Non, pas du Kalevala. J'ai traduit de la poésie populaire. Je suis le traducteur d'une anthologie de la poésie populaire des peuples ouraliens, où il y a tous les peuples ouraliens. Elle a été publiée en 80. Elle est passée un peu inaperçue. Je ne m'en vante pas parce qu'elle est bourrée de coquilles, malheureusement. Mais donc, je me suis intéressé à l'ensemble de ces poésies populaires. Et évidemment, la poésie kalevaléenne, car il faut distinguer le Kalevala, qui est une œuvre du 19e siècle, qui est l'œuvre d'un homme qui n'existait pas auparavant. Avant le Nrut, le Kalevala n'existait pas, même le terme de Kalevala n'était pas utilisé. C'est après coup qu'on s'est mis à parler de poésie kalevaléenne, pour désigner cette poésie de tradition orale qui avait subsisté en particulier sur les marges orientales de la Finlande, y compris du côté russe, y compris du côté de la Carélie orientale qui, elle, a toujours été dans la mouvance russe. Alors un mot de tous ces peuples qui font partie de cette sorte de galaxie, on disait 25 millions de personnes. Certains, on le sait, ce sont les Hongrois, quoiqu'ils aient un peu caché cet aspect-là de leurs origines au profit des Huns. À une époque, oui, enfin maintenant... C'est fini. Maintenant, c'est fini, encore que. Enfin, il y a toutes sortes de légendes qui courent encore en Hongrie. Mais, bon, quelquefois, pour faire simple, je dis les finno-ougriens, ils vont de l'Atlantique à l'Oural. C'est pas tout à fait vrai, parce que ça va un peu au-delà. Il y a 2 peuples finno-ougriens avec des populations très, très minoritaires qui se trouvent dans le bassin de l'Aube. Mais enfin, on peut dire que de l'Atlantique à l'Oural, il y a des finno-ougriens, et plutôt une sorte d'archipel finno-ougrien, parce que les finno-ougriens sont séparés les uns des autres. Ce sont des peuples qui sont extrêmement différents les uns des autres. Il y en a... Qui se comprennent entre eux? Oh, pas du tout. C'est comme pas plus que les Français ne comprennent les Arméniens ou les Persans, qui sont pourtant... Donc ils sont séparés, séparés depuis trop longtemps pour se comprendre. Ils sont séparés depuis très longtemps, puisque le fond de vocabulaire commun relève d'une culture néolithique. Ce sont des mots comme la pierre, l'eau, la numération jusqu'à 6, les parties du corps, enfin vous voyez, quelques noms d'animaux, mais déjà les noms des métaux sont empruntés à des sources différentes en finnois et en hongrois par exemple. Alors puisque nous en sommes aux origines des finno-ougriens, le Kalevala va nous faire plonger aux origines de l'humanité. En ce temps, la mère des eaux, dame de l'eau, vierge du ciel, lève son genou de la mer, son épaule dessus la vague, pour la nicher du milouin bleu, le doux logis pour le plongeur. Le milouin, bec bleu, bel oiseau, plane par-ci, voltige là. Il voit le genou de la femme, à fleur de la mer au rein bleu, le prend pour un toupet de foin, motte de tourbe toute fraîche. Il lisse son vol, lance l'aile, se pose à la fleur du genou. Sitôt la brindille son nid, il pond ses œufs, coquilles d'or. 6 œufs. Les coquilles sont d'or. Le 7e est un œuf de fer. Il se met à couver ses œufs. Il chauffe la fleur du genou. Il couve un jour, couve 2 jours. Tantôt 3 jours, il a couvé. Heilallani on kamari, kullakin tuupa uusi. Heilani kamarilla siinä allon kukkalarva kuusi. Heilani kamarilla siinä allon kukkalarva kuusi. Kukkalarva kuusessa sekä kilintu laulaa. En ole kättäni ojentanut tämän kylän likkain kaulaan.
enkä ole kättäni ojentanut tämän kylän likkain kaulaan. Heilani osaa kirjoittaa, se on minutkin opettanut, rakkauden reiviä ole heilalta odottanut. Poème des origines, donc poème de tout un peuple et peut-être même d'une galaxie de peuples, ce Kalevala que vous avez traduit, Gabriel Rebourset, en traduisant non pas ce que vous avez entendu ou lu dans la langue originale issue des bardes, mais ce que vous avez traduit, c'était déjà une compilation, donc faite par un certain Lönnrot, Elias Lönnrot, qui nous a précédé de combien 120, 130 ans. C'est un homme du 19e siècle. C'est un homme du début du 19e siècle. Hein. Quand il entreprend son travail, c'est vers 1825. Si je peux dire un mot, c'est un contemporain exact de Victor Hugo. Voilà. Il est né la même année et ils sont morts à moins d'un an de distance. Voilà. Et Victor Hugo, d'ailleurs, exprimera très clairement son admiration pour le travail qui a été fait par Lönnrot, pour le peu qu'il a pu en connaître à travers la traduction en prose de Léouzon le Duc à l'époque. Oui, on comprend d'ailleurs qu'un poème épique de cette nature est plu à Victor Hugo. Bien entendu, on est dans la grande mouvance romantique à l'époque. Et puis le réveil des peuples. Voilà, le racine des peuples, et c'est un mode d'expression d'une grande noblesse par rapport à d'autres expressions, on dira plus civilisées en tous les cas. Certainement, le travail que fait Lönnrot est un travail néanmoins de grande fidélité, c'est-à-dire que sur ces 22 000, 23 000 vers du Kalevala en particulier, de la même façon que sur l'autre grand ouvrage, et j'espère qu'on en parlera un peu, c'est la Canteletar aussi, que Jean-Luc Moreau justement a présenté dès 1973 en France, chez Oswald. On a là une grande fidélité dans la mesure où la majorité des vers sont des vers originaux, donc on trouve d'autres variantes d'ailleurs, puisque la grande collecte de ces vers a produit on va dire des centaines de milliers de vers, en tous les cas, dans les registres, dans ce qui a été... Je lisais récemment le chiffre de 100 000 poèmes, voilà, dans les 34 volumes in quarto du fameux chant des peuples finnois. Alors, ce qui s'est passé à cette époque-là, c'est qu'un certain nombre d'érudits sont partis en quête des traditions orales et ont noté, et à partir de là, ont réécrit. Comment ont-ils procédé ? Parce qu'on a eu chez nous aussi des folkloristes qui sont partis au fin fond des provinces pour aller capter ce qu'ils sentaient en voie de perdition, c'est-à-dire les traditions orales qui remontaient à des millénaires. Alors comment ont-ils fait ? On peut comparer. Lönnrot est un des tout premiers, après Topelius ou d'autres, qui ont déjà fait un peu de travail de collecte sur le terrain. Lönnrot va aller au fond des choses. Il va habiter, il est médecin, à Kajaani, au nord de la Finlande. Il va subir un peu les frimas, les mauvais chemins pour aller chercher les vers. Là où ils sont, il va faire plusieurs missions en Carélie orientale, comme on le disait tout à l'heure. Donc il va faire un réel travail d'homme de terrain, et ensuite ça sera un compositeur plus qu'autre chose. Il sera l'architecte du Kalevala, comme on le disait il y a un instant. Le Kalevala est un terme moderne, enfin recréé, je dirais. On aurait pu trouver, d'autres noms auraient pu servir de référence ensuite. Et ensuite, il y aura beaucoup d'émules, il y aura des élèves qui vont continuer ce travail. Et puis, Jean-Luc Moreau peut le préciser, on va voir se former, exister à la même époque que celle de Lönnrot. On va voir partir de Hongrie aussi des universitaires, des savants, des linguistes qui vont partir aussi chercher les racines qu'ils se découvrent progressivement, de plus en plus à l'est. Et on verra d'ailleurs un peu après Lönnrot du côté finlandais, partir Makastren, par exemple, qui ira jusqu'en Corée, parce que l'idée à l'époque était de voir jusqu'où en Orient, en fait, cette galaxie s'étendait. De la même façon, les Hongrois vont faire un travail remarquable de terrain pour aller identifier des peuples parents de langue. Et à partir de ce moment-là, ils étaient tous conscients du fait que s'ils ne le faisaient pas, la prochaine génération serait démunie de ces textes qui allaient disparaître. Sans doute. Je voudrais ajouter un mot pour dire que il faut certainement tenir compte d'un événement majeur qui est qu'en 1809, la Finlande est sortie de la Suède. Elle a fait partie pendant 6 siècles c'était une province de Suède, et à partir de 1809, c'est devenu le Grand-Duché de Finlande qui faisait partie, avec une autonomie qui préservait ses institutions et même sa langue suédoise à cette époque-là, qui faisait partie de l'Empire russe. Ce qui, d'une certaine manière, a ouvert
l'espace russe, et en particulier la Carélie, aux Finlandais. Ça n'a pas été une catastrophe, mais une parole qu'on cite toujours, c'est celle d'un Finlandais qui, au début du 19e siècle, a dit « Nous ne pouvons plus être suédois, nous ne voulons pas être russes, donc soyons... » Alors là, on ne sait pas trop comment traduire. Soyons finlandais ou soyons finnois. C'est pas selon qu'on considère que l'un ou l'autre, puisque les Finnois, ce sont uniquement les Finlandais de langue finnoise, qui sont actuellement 96%, je crois, de la population, mais il y a aussi la minorité suédoise, qui était d'ailleurs plus importante à cette époque-là, et le suédois était encore la langue de culture. Ça jouait un rôle considérable. Donc le Kalevala va être très opportun pour définir ce qu'est le finnois, ce qu'est la Finlande. Pour le définir et pour presque l'inventer d'une certaine manière, parce que Lönnrot a fait un choix, Gabriel confirmera, je pense, il a systématiquement pris dans ses poèmes de tradition populaire, alors il faut rendre hommage d'ailleurs à ces paysans qui connaissaient des milliers de vers par cœur, je pense à une femme qui lui a dicté comme ça en 3 ou 4 jours 32 000 vers, vous vous rendez compte, elle avait tout ça dans la tête, et à partir de ça, il a écrit son poème. Alors, je crois que le choix de Lönnrot, ça a été de mettre dans son poème tout ce qui était, au fond, antérieur à la christianisation. Parce que dans les poèmes qu'on appelle maintenant kalevaliens, qui sont ces poèmes de la même forme, c'est-à-dire cet octosyllabe avec le paralysme, etc., que nous connaissons par le Kalevala, il y avait plusieurs strates. On en distingue en général 5. Il y a d'abord une strate qui relève d'une civilisation paléo-arctique, si vous voulez, qu'on retrouve justement dans le texte qui a été lu tout à l'heure, parce que ce thème de la naissance du monde à partir de l'œuf d'un canard ou d'un autre oiseau du même genre, ça se retrouve jusque chez les Indiens d'Amérique du Nord et dans tout le nord de l'Eurasie. Donc c'est la cosmogonie, en fait. C'est la cosmogonie. C'est ce qu'il y a de plus ancien, avec une certaine forme de chamanisme, si vous voulez. Et puis ensuite, il y a des poèmes qui relèvent d'une époque où les Finnois, ou les ancêtres des Finnois, les Féniques, disons plutôt, se sont trouvés au contact de populations baltes, qui sont les ancêtres des actuels lettons et lituaniens. Ça se voit dans le vocabulaire, ça se voit donc dans avec des influences, oui. Avec des influences. Ensuite, il y a eu ce qu'on pourrait appeler l'âge viking, pour simplifier, n'est-ce pas donc influence germanique, héroïque. Donc ce sont des thèmes qui sont différents à l'intérieur du Kalevala. On distingue bien ces poèmes-là. Tu pourras en dire un mot tout à l'heure. Il y a des apports, oui. Il y a des apports. Puis ensuite, il y a encore deux strates qui n'ont pas été utilisées, ou pratiquement pas, par Lönnrot. Ce sont d'une part des poèmes de caractère médiéval, souvent d'inspiration chrétienne, dans lequel on retrouve des thèmes que nous avons, nous, en France aussi, enfin, l'histoire de Saint-Étienne, par exemple, à Tapani, ou bien... Et puis encore une cinquième strate qui sont des poèmes, alors là, postérieurs à la Réforme, puisque parmi les poèmes kalevaléens, il y en a un avec plusieurs variantes sur Ivan le Terrible, un autre sur le roi de Suède, Charles XII, mais alors etc. tout ça, Lönnrot, il a essayé de l'éradiquer pour aller aux sources. Alors il a fait un choix, et il a recomposé tout ça à sa manière, parce que malgré tout, il a donné à des personnages des noms qui n'étaient pas forcément les noms qu'ils avaient dans les poèmes initiaux. Enfin, les Finlandais ont fait un travail considérable là-dessus. Hein. Donc ce n'est pas le Kalevala, c'est un des Kalevala possibles. C'est un des Kalevala possibles. D'ailleurs, Gabriel Reboursier en dira sans doute un mot, parce qu'il a très bien expliqué ça dans sa postface, en me montrant que le Kalevala n'est pas une source fiable pour les gens qui veulent étudier le folklore, pour les folkloristes. Et ça veut dire quoi déjà, Kalevala ? Kalevala, le la final signifie le lieu de, le royaume de, si on voulait le traduire dans notre vision du monde. Donc c'est le lieu de Kaleva, si on veut. Kaleva étant une des apparitions, pour dire exactement comme le disait Jean-Luc Moreau à l'instant, il y a beaucoup de personnages qui ont glissé d'une variante à l'autre, voire par la volonté de Lönnrot. Väinämöinen, qui était le grand héros central du Kalevala, n'existe pas tel quel dans les variantes qu'on trouve. Il a concentré cela. Par contre, il a retrouvé, comme on le disait tout à l'heure, dans le cycle héroïque, on trouve les grands héros, ils sont là. On leur attribue plus que peut-être dans les variantes originales trouvées, les croisements, mais il y a beaucoup de vérité dans tout cela. Un petit mot encore sur le chrétien. Sur le chrétien. Non, parce que je voudrais qu'on parte à la rencontre de ces personnages. Alors, on va d'abord voir les personnages, si vous voulez.
Or donc, Leminka, le cœur fol, dit à la vieille de Poria, « Donne-moi tes filles, l'aïeul, porte ça la flopée de vierge, à moi la perle du troupeau, la plus grande dans ta nichée. » La patronne de Poriola, la vieille, gourme ses paroles. « Je ne donne point mes pucelles, nenni, ma nichée de fillette, ni la perle, ni la mauvaise, la gracile, ni la pataude. On t'a donné femme, naguère, belle épouse, bonne matrone. » Leminka répond, le cœur fol. « Kuliki est brêlée ailleurs, patte prise au perron des autres, au portail de ses voisinailles. Ta fille est de meilleur ménage. Porte-moi bientôt ta fillette, la merveille entre tes pucelles, tes nuques nattées, la plus belle. » La mère de Poria devise. « Je ne donne point ma fillette aux gueusards de basse lignée, les maroufles de piètre graine. Or si tu veux briguer mes filles et quémander mes fronts en fleurs, traque d'abord les landes d'enfer au tréfonds des champs de ici. » Leminka, le séducteur, un homme marié qui courtise une jeune fille, c'est mal. Lu par Alain Fromager. Tout un monde aujourd'hui donc se consacre à ce Kalevala, grand texte fondateur de la tradition finno-ougrienne. Gabriel Rebourset, vous êtes le traducteur de cette version qui est reparue chez Gallimard il y a de ça quelques mois en édition Quarto. Alors ces héros justement, ces personnages, là on entendait Leminka. Il y en a un autre qu'on retrouvera peut-être tout à l'heure qui s'appelle Väinämöinen. Il y a quelques personnages quand même très importants qui reviennent dans beaucoup de poèmes. Oui, on est là en présence de ce qu'on appelait tout à l'heure le cycle héroïque, la partie du cycle héroïque, si on veut, du Kalevala, qui est très présent, ce cycle, dans beaucoup de poèmes originaux qu'avait collecté Lönnrot et qui ont été collectés ensuite encore. Alors un mot de ces personnages, qui sont-ils, les grands personnages du Kalevala? On a les grands personnages, Väinämöinen qui est le barde central, c'est l'homme qui maîtrise les mots. En fait, sa principale qualité, c'est l'homme qui sait parce qu'il maîtrise le langage. Le langage qui agit sur le monde. Absolument. Et quand il dit un mot, le monde Kalevala change. En soi et toute cette poésie kalevaléenne, dans sa partie chamanique et dans sa partie héroïque encore, c'est une de ses caractéristiques centrales, c'est que c'est la fête du langage, c'est la gloire du langage. Il suffit de parler, de dire et de savoir les mots pour que le monde existe. On est vraiment là vraiment dans la comment je dirais la figuration, la configuration du monde chamanique. Et d'ailleurs, il y a un épisode extraordinaire où on va chercher, il lui manque des mots, alors il va aller voir la grande panse Vipunen pour aller chercher les mots dans la grande panse. C'est un peu la baleine de Jonas, on pourrait dire, mais on va chercher des mots. C'est dans le ventre de Vipunen qu'on va chercher des mots. Il y a un autre épisode avec un autre galopin, un peu comme Lemminkainen, mais qui va entrer en duel avec Väinämöinen, et c'est un duel verbal. Et plus Väinämöinen parle, plus il enfonce son adversaire dans les sables mouvants ou la lande mouvante, jusqu'à ce qu'il demande grâce et qu'il lui cède d'ailleurs sa sœur, ce qui va provoquer un certain drame par la suite. On est là vraiment dans un poème et dans une poésie en général, qui est une poésie à la gloire des mots. Et il faut le mentionner, tous les vers sont redoublés, ce qui génère encore un peu plus d'euphorie verbale, parce que chaque vers a son doublon qui normalement a le même sens, avec un très léger décalage peut-être, mais c'est vraiment la même signification qui est recherchée, avec des mots entièrement différents, ce qui est un casse-tête pour le traducteur, mais qui produit un effet poétique redoutable. Alors avec une scansion, je vais vous demander à vous, Gabriel Rebourset, ou peut-être à Jean-Luc Moreau, est-ce qu'on peut entendre le son de la langue originale? On a entendu tout à l'heure des enregistrements. Ici, nous avons la version française. Est-ce que vous auriez en tête comme ça, par cœur, un extrait? Oui, au début de votre édition. Allez-y. On a pris ces vers-là pour expliquer un peu le rythme auquel on fonctionne. Mais voilà quelques vers sur le jour, le soleil. Oi päivyt, Jumalan luoma, etkö nähnyt poikoani, kullaista omenatani, hopeista sauvoani. Donc ce sont des vers qui sont rythmés. C'est très vocalique, comme langue, vous l'entendez. Et ici,
en quelques... je prends les 2 derniers vers, on parle de l'enfant qui a disparu, et c'est une fois, on va dire, c'est ma pomme d'or, et dans le second vers qui reprend normalement le même sujet, sémantique, on dira sémantiquement, on va dire mon bijou doré. Donc en fait, c'est la même chose, que ce soit doré ou d'or, peu importe, ce qui compte, c'est la préciosité de la chose. Donc, c'est ça l'écart que je mentionnais tout à l'heure sur la richesse sémantique. Et on l'a entendu en français aussi, puisqu'on est obligé de décaler le sens à chaque fois. Alors, il y a d'autres héros que ce fameux Väinämöinen, je ne sais pas si je prononce bien. Il y en a un qui revient très souvent, qui est assez terrible, qui est le Ilmarinen, le dieu du feu et de la terre. Non, c'est le forgeron. Ilmarinen est le forgeron. C'est un de ces personnages, comme on l'a entendu tout à l'heure déjà, qui va aussi partir en rapine, en quelque sorte, vers le nord pour aller chercher des femmes, puisqu'on est aussi dans ce monde où on allait... exogamie oblige, chercher des femmes chez le voisin ou l'ami ou l'ennemi, peu importe. Bon, Ilmarinen fait partie de ces grands personnages. Il est assez drôle d'ailleurs, parce que le nôtre lui a donné un peu d'épaisseur qu'il n'a pas tout à fait dans la poésie d'origine. Un peu frivole, mais sérieux, toujours bon compagnon, suivant Väinämöinen. Alors ce guerrier terrible, il s'appelle en réalité, j'ai confondu les 2 héros, Lemminkainen. Lemminkainen, celui dont on a parlé tout à l'heure, qui part aussi en rapine et chercher femme dans le nord, dans ce pays de Pohjola, le pays du fond, en quelque sorte, qui est le grand nom, qui est le pays du Lapon aussi, dans la représentation du Kalevala. Alors c'est un poème qui est chargé quand même d'une certaine violence, qui comporte aussi des passages grivois, égrillards, nous dites-vous, notamment dans la tradition qui était chantée par les femmes. Et il semblerait que le cher Elias Lönnrot, on est au 19e siècle, etc., il a un petit peu censuré tout ça. Oui, il est Jean-Luc Moreau. Oui, il était très pudibond, effectivement. Alors il a rayé les passages trop explicites, comment il a fait? Il nous a pas retenu, en tout cas. Oui, parce que la tradition elle-même, quand on en retrouve d'autres variantes, comporte, comme d'ailleurs dans les traditions chamaniques dont vous parliez tout à l'heure, il y a beaucoup de grivoiseries et même des choses imprononçables pour nous aujourd'hui. Oui, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de grivoiseries chez Victor Hugo non plus. C'était l'époque qui était assez pudibonde en Finlande aussi, d'autant plus que la Finlande est un pays puritain et luthérien. On ne rigole pas avec ces choses-là. Alors, il y a tout de même quelque chose qui a été conservé par Lönnrot, et on va en écouter un passage maintenant, c'est un certain nombre de passages incestueux. Là, apparemment, la censure n'a pas joué. Non, alors il y en a un surtout. Enfin, il y a l'histoire de Kullervo. Alors l'histoire de Kullervo, c'est donc un jeune homme qui rencontre, à la fin de l'épisode, il rencontre sa sœur qu'il ne reconnaît pas et il la séduit et même il la viole. Et lorsqu'il découvre qui ils sont l'un et l'autre, la jeune fille se jette à l'eau. C'est le passage que va lire maintenant Alain Fromagerie. Je ferai un petit commentaire après. Qu'as-tu donc, mon garçon, mon fils, à ressasser ces mauvais songes? Viendrais-tu de Tuonela? As-tu fait route en Manala? Kullervo, fils de Kalervo, garçon penaud, lui dit ces mots. Un sort étrange est advenu, un grand méchef est survenu, car j'ai chahuté ma sœurette. J'ai souillé l'enfant de ma mère. Je rentrais de payer la dîme, de verser l'impôt sur la terre. Une fille était sur ma route, je l'ai culbutée, la pucelle, et c'était ma sœur, ma sœurette, l'enfant de ma mère, sa fille. Elle s'est donnée à la mort, elle a glané la mort méchante dans le rapide remous rude, la turbie de flammes et de braise. Et je ne sais guère à ce jour, je ne sais guère ni devine où j'irai me perdre à ma mort, pauvre air, où j'irai m'oxyre. Dans la gueule du loup hurlant, dans le gosier de l'ours grognant ou le ventre de la baleine, dans l'écrou du brochet de mer.
Tragique histoire donc tirée du Kalevala que celle de ce Kullervo qui viole sa sœur sans savoir qui elle est. Histoire reprise par Sibelius qu'on entend en ce moment puisque Sibelius a été très inspiré par le Kalevala. Jean-Luc Moreau. Non, alors je vais peut-être ajouter que les folkloristes finlandais ont vu un lien entre ce passage du Kalevala et une ballade très connue dans les pays scandinaves et même au-delà des pays scandinaves parce qu'on trouve des liens avec des choses qui existent en France et en Italie, qui est l'histoire de la jeune fille qui part comme ça dans la forêt pour se rendre à la messe, qui rencontre trois jeunes gens qui l'attaquent, qui la violent. Et cette histoire, elle est bien connue en France par un film qui est un film de Bergman, c'est La Source. Ça vous dit sans doute quelque chose. Bien sûr. Alors dans la Source, il n'y a pas de viol, mais enfin, les Finlandais pensent qu'il y a un lien entre les deux histoires. Donc ce n'est pas un épisode qui est typiquement finnois. Et bon, quant à savoir si c'est un passage égrillard, je crois qu'il ne l'est pas du tout. Non, là c'est tragique. C'est tout à fait tragique. Oui. Alors justement, la tonalité générale du Kalevala, elle est plus particulièrement épique, tragique, elle est drôle. Comment vous, au final, ces 23 000 vers, quelle en est la coloration ? Gabriel Rebourset. Je pense que toutes les teintes qu'on peut trouver dans la communication humaine en règle générale existent. Elles existent avec d'ailleurs ces strates que nous avons décrites tout à l'heure. On n'a pas fini avec la strate chrétienne. On finit même le Kalevala sur une petite trace chrétienne qui est celle de l'arrivée de Jésus-Christ qui est annoncée et le retrait de Vaenamöinen, mais qui dit qu'il reviendra. Ce qui est une bonne nouvelle en soi. Donc il y a toutes les teintes qu'on trouve dans cette poésie originale que Lönnrot a exhumée, a sorti de l'anonymat, et peut-être, j'espère en tous les cas pouvoir dire qu'il l'a sauvé de l'oubli certainement. Et vous avez les complaintes. Et en fait, lui, il a placé des vers qui sont des chants de pleureuses, par exemple, qui sont empruntés d'ailleurs à la culture russe en grande partie, mais qui sont bien fénisés, qui sont bien dans le vers kalevaléen. On va avoir, comme on le disait tout à l'heure, les grands chants héroïques. C'est la seule partie qui est vraiment épique, d'ailleurs, à vrai dire, dans le Kalevala, au sens propre du terme. Il y a les chants de chamans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va... j'en ai importé quelques-uns dans la collection L'Aube des Peuples, des chants ouraliens. Il y a des chants qui sont les incantations avant la chasse à l'ours, après la chasse à l'ours ou pendant la chasse, etc. Il en a pris un passage. D'ailleurs, non pas la pudibonderie, mais le côté chrétien lui a fait retirer, entre la première édition de son Kalevala et la seconde édition, il a retiré ce qui était un peu trop chamanique, où finalement l'ours apparaissait comme le dieu tutélaire des Finnois, et c'était peut-être pas tout à fait politiquement correct, en tous les cas à l'époque. Donc, il y a du rire, il y a des plaisanteries, ne serait-ce que dans la raillerie d'un personnage par rapport à l'autre, etc. Et puis, il y a des devinettes. Ça fait partie de la tradition populaire de façon très, très profonde. Les devinettes, les charades, etc. Il y en a beaucoup aussi. Et on trouve ça. C'est peut-être d'ailleurs dans les devinettes que dans les textes d'origine, entre les poèmes, les chants plutôt des maisons de femmes dans certaines cultures, et puis les devinettes. C'est là qu'il y avait un peu des doubles sens, comme on sait les pratiquer aussi en français, dans le français moderne encore. Alors peut-être que le contenu de ce Kalevala, donc ce grand poème, épopée des Finnois, découle aussi des circonstances dans lesquelles on le chantait ou on le scandait, puisque circonstances gaies, circonstances tristes. Alors parlons peut-être de ces circonstances au moment où Lönnrot a fait sa collecte et les circonstances aujourd'hui, puisqu'on a vu au début de l'émission que ce poème, il était en quelque sorte instrumentalisé pour marquer une identité finnoise et plus largement finno-ougrienne. Alors quelles sont les circonstances hier, aujourd'hui? Les deux bardes, on le voit bien dans votre livre, Gabriel Rebourset, donc se tiennent les mains, ils sont face à face, donc ça prend la forme d'une joute. Comment ça se passait et comment ça se passe aujourd'hui? Je crois que ce processus de deux
poètes, deux bardes, chantant et se renvoyant, se défiant l'un l'autre, l'un ouvrant le vers, l'autre redisant donc sa deuxième forme, puis redonnant un nouveau vers et défiant l'autre. C'est presque le cadavre exquis, finalement. Oui, absolument, c'est un peu le cadavre exquis, si on veut, mais c'était assez exceptionnel. La pratique courante, c'était un personnage comme Simana Sissonen, auquel faisait allusion Jean-Luc Moreau tout à l'heure, Arhipa Pertunen, etc., qui étaient vraiment des ventres à parole, pour reprendre cette image-là, des gens qui étaient capables de livrer des milliers de vers en quelques jours, ils chantaient seuls. En fait, il faut imaginer quand même que nous sommes là dans un régime climatique où rude. La nuit dure un certain nombre de mois, même si la neige permet, bien entendu, de se mouvoir à l'extérieur, c'est un régime dur. Donc imaginez, veiller, un peu de feu, un petit groupement humain. Alors en plus, éventuellement, ça peut être un décès, ça va être une chasse, parce qu'il y a des événements quand même qui sont importants, ça va être la chasse, ça va être les cobuages, ça va être des choses comme cela, on va chanter. Et donc il y a un chanteur ou deux chanteurs qui vont être présents, qui ne se renvoient pas forcément d'ailleurs, encore une fois, le défi du second vers. Et ça va être plutôt des hommes. Il y a des hommes et des femmes, on a vraiment les deux. Autant on peut dire que, de toute évidence, on est là dans une société matriarcale, de base. En tout cas, il y a beaucoup de traces de cela dans la poésie et même dans la présence de la patronne dans beaucoup de vers. Néanmoins, il y a un grand partage, je crois, de la poésie entre les hommes et les femmes, et beaucoup de femmes ont fait des très grands bardes. Parfois, c'est la fille qui a hérité de son père, d'ailleurs. On a ce cas-là en particulier. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui se transmet. Il y avait des familles, comme il y a des griots en Afrique, il y avait des familles de bardes calévaléens. De la même façon qu'il y a encore aujourd'hui chez les Evenks, par exemple, à l'extrémité de la Sibérie, il y a encore des chamans femmes. Il y a des chamans femmes qui sont les descendantes d'une mère ou d'un père qui était chaman précédemment. Alors justement, quelles sont les variantes dans tous ces mondes finno-ougriens? Jean-Luc Moreau, tout à l'heure, vous nous disiez que, en gros, si j'ai bien compris, la matrice de ces cultures, c'est l'Oural, et puis elles se séparent. Non, je ne dirais peut-être pas ça, parce que... Et elles ne se comprennent plus. Enfin, elles ne se connaissent plus que comme de lointaines cousines. Oui, bien sûr, elles relèvent de cultures qui sont extrêmement différentes. On peut dire, moi, je dirais qu'il y a au fond trois types de cultures. Il y a les Hongrois qui sont complètement intégrés dans l'Europe centrale, qui vivent comme les Autrichiens ou comme leurs voisins tchèques. Les Finlandais et sans doute aussi les Estoniens, sans parler des petits peuples en voie de disparition qui font partie du même sous-groupe qu'eux, eux, ils relèvent plus de la culture scandinave parce qu'ils ont été dans la mouvance suédoise, et aussi danoise et allemande dans le cas des Estoniens. Et puis, il y a ceux qui sont plus à l'Est et qui, eux, ont été toujours au contact du monde russe. Et parfois, pour certains d'entre eux, de monde turco-tatars, disons. Je pense par exemple aux Udmurt, qui sont les voisins immédiats des Tatars de Kazan. Alors là, c'est une autre culture encore. Une culture que vous connaissez bien, puisque vous avez écrit un livre, Jean-Luc Moreau, qui s'appelle « Parlons Udmurt ». Oui, ça a l'air d'être du Michaud, d'ailleurs. Ça a l'air d'une blague, ça a l'air d'une blague, mais non, l'Udmurt est une langue que j'ai eu le plaisir d'apprendre quelque peu quand j'étais étudiant. À l'époque, j'étais russisant, j'ai passé une année à Moscou, j'ai profité de mon séjour là-bas pour m'initier à des langues qu'on n'enseignait pas en France. Je suis connaissant d'un Udmurt qui a bien voulu m'initier à sa langue, et j'ai gardé un faible pour cette langue. Je n'ai pu aller là-bas que très très tardivement. Ce sont des pays qui ont été complètement fermés pendant des années et des années. C'était le complexe militaro-industriel. Même les Russes de Moscou ne pouvaient pas y aller. Mais ce sont des cultures intéressantes. Et l'Udmurt, par exemple, est une très belle langue. Le Kalevala, grand texte fondateur du monde finnois et plus largement finno-ougrien aujourd'hui, dans tout un monde, le barde maintenant va prendre congé, ce barde des temps anciens qui sait ou qui espère qu'il aura des continuateurs. N'allez point, ô mes bons amis, éprouver de l'étonnement si j'ai chanté par trop longtemps, balbutié comme un bambin. Je n'ai point fréquenté l'école.
point visité depuis 100 mètres, ni reçu les mots du dehors, les paroles d'endroits lointains. Les autres ont fait des études. Je n'ai pu quitter la maison où je devais aider ma mère, restée près de la solitaire. J'ai tout appris à la maison, sous la poutre de ma cabane, auprès du rouet de ma mère, parmi les copeaux de mon frère. Moi, pauvre petit garçonnet, méchant moutard en chemisette. Mais cependant, quoi qu'il en soit, mes skis frayent la piste aux chanteurs. En passant, j'ai marqué la route, brisé la pointe des rameaux. Maintenant, la voie est tracée. Un nouveau sentier se déroule devant les chanteurs plus illustres, les bardes plus riches en chant dans la jeunesse qui grandit parmi la race adolescente. Tisamela, yanolo shumlensi. Tisamela, yondila shumlensi. Tisamela, yondila shumlensi. Tisamela, yondila shumlensi. Ähtjimin tog en Låkeholmisläät. Ikko muistelivtse muinne mannelänä. Ähtjäämet tunomain boosua ja nonnet. Mä ilme veika mehtun vuoda tombas sället. Alors cette race adolescente dont il est question sont les derniers mots du Kalevala, en tout cas dans la version de Lönnrot. Eh bien, c'est par exemple Marie Boine qu'on entend, qui est une chanteuse lapone. Donc les Lapons ou Samis font partie de ce monde finno-ougrien. Alors qui aujourd'hui, Gabriel Rebourset, Jean-Luc Moreau, a pris le relais ? Qui chante le Kalevala? Comment c'est présent aujourd'hui dans la culture finlandaise? Comment c'est présent en Hongrie? Comment c'est présent dans ce monde finno-ougrien que nous découvrons? 25 millions de personnes, on disait. Jean-Luc Moreau va pouvoir répondre pour le côté hongrois. Oui, pour le côté finlandais, il est clair. Le Kalevala, c'est une statue, aujourd'hui plus qu'une œuvre pratiquée quand même. Je crois que la génération... Ça s'est figé un petit peu. Notre génération, je partage avec Jean-Luc s'il veut bien, apprenait encore le Lyhyt Kalevala, le Kalevala raccourci à l'école. Oui. Et puis ils apprenaient des vers par cœur. C'était une référence absolue. C'est fini ça. Et ça a été... une quarantaine d'années, cinquantaine d'années encore plus tôt, avec des poètes modernes, ça a été une référence poétique. C'est-à-dire qu'on écrivait un peu encore dans, comme Eino Leino, on écrivait encore un peu dans la ligne du Kalevala. Ça, c'était tout à fait terminé après la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, le Kalevala est plus une référence culturelle partagée. Le nom d'une compagnie d'assurance ou le nom d'une compagnie d'automobile va porter un nom qui est issu du Kalevala. C'est vraiment une référence importante, comme on l'a dit tout à l'heure. L'identité finnoise s'est créée autour du Kalevala, s'est révélée, s'est cristallisée autour. Ça reste vrai. Maintenant, pour ce qui est de la culture du vers lui-même et des aventures, c'est un peu érodé, je crois, aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Oui, je crois que Gabriel Rebourset a raison. Toutefois, il y a des groupes de chanteurs qui reprennent en les modernisant et en s'inspirant un peu de certaines formes de folklore américain en particulier, de faire une sorte d'ethno, comment est-ce qu'on peut dire maintenant on ethnicise un peu. Oui, c'est ça. Enfin, c'est vrai. Il y a ça qui existe. Alors, du côté hongrois, je dirais que non, il y a très peu de choses parce que les Hongrois sont depuis longtemps intégrés en Europe centrale. Il y a quelques personnes, quelques poètes qui sont sensibles à ce qui existe chez les autres peuples finno-ougriens, en particulier chez les Udmurt, non pas chez les Udmurt, j'allais dire chez les Vogul, c'est-à-dire chez les Mansi, qui sont, paraît-il, les plus proches parents par la langue des Hongrois, mais ça reste un peu à prouver, car ils sont vraiment très, 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 très éloignés. Vous voulez dire que les Hongrois ont puisé aussi à d'autres sources? Ils ont essentiellement à d'autres sources. Il n'y a pas de tradition forte en remontant à une époque
ancienne, pré-chrétienne, comme il y a chez les Finnois. Alors par contre, chez les autres peuples finno-ugriens, là, l'influence du Kalevala reste très vivante, parce que le Kalevala... Lesquels, par exemple? Eh bien, le Kalevala a fait des petits. D'abord, ça a commencé chez les Estoniens, avec le Kalevipoeg, qui a été publié... Donc les Baltes, un peuple balte, c'est le seul un peuple phénique, mais un peuple balte, mais pas de langue balte, parce que les Baltes, ce sont les Lettons et les Lituaniens, alors que les Estoniens sont des proches parents des Finnois. C'est pas du tout la même chose. Mais alors, plus loin, chez les autres peuples, eh bien, tout le monde a envie d'avoir son Kalevala. Et il y a un certain nombre de poètes qui, en particulier à partir dans les années 20, au moment où les peuples de la Russie se sentaient tout d'un coup libérés, on pensait qu'ils allaient pouvoir eux aussi puiser dans leur folklore pour pouvoir créer des œuvres. Et ils voulaient avoir une épopée, car avoir une épopée, comme au XIXe siècle, tout le monde voulait avoir une épopée. Il y avait le Nibelungenlied, il y avait la chanson de Roland, il y avait le dit du prince Igor en Russie. Alors, il fallait avoir son épopée comme les Finnois l'avaient voulu. Alors, il y a eu des tentatives qui ont été faites, mais il faut bien dire que la plupart n'ont pas abouti parce que ceux qui les portaient se sont fait arrêter les uns et les autres et envoyés au goulag. On a fusillé tout le monde dans les années 30. Il y a eu beaucoup de... Vraiment, ça a été une sorte de... parce qu'il ne fallait pas trop être identitaire, en fait. Oui, alors parce que tous les intellectuels de ces jeunes peuples étaient issus de la paysannerie la moins pauvre, et donc c'était des koulaks. Alors, en tant que koulaks, ils ont été dékoulakisés. Je pense en particulier à Gerd, qui était un très, très grand personnage, qui avait des liens du reste avec la Finlande, qui était un Udmurt, il y a un Votiak pour prendre l'ancienne terminologie. Et alors, pendant longtemps et jusqu'à maintenant, certains de ces peuples, leurs représentants, espéraient qu'on allait retrouver un jour ou l'autre, peut-être dans les archives de la GPU ou du MKVD, des éléments, le Kalevala Udmurt ou le Kalevala Mordv qui avait disparu. Alors, les Mordv ont une troisième, enfin, ils considèrent que c'est la troisième épopée finno-ugrienne, la première étant pour la plupart des peuples finno-ugriens, le Kalevala, la seconde, c'est le Kalevipoeg, la troisième, c'est Yajar, qui est une épopée Mordv. Il y a maintenant une épopée assez courte, Udmurt. Donc il y a des vestiges de ce grand corpus. Tous oublient qu'avant tout ça, il y en avait une qui était hongroise, mais elle est d'une toute autre inspiration, puisqu'elle ressemble plus aux épopées italiennes, Tasse, etc. Mais c'est magnifique qu'il y ait eu des gens pour collecter donc tout ce patrimoine de tradition orale pendant qu'on pouvait encore, et on peut encore dans certains groupes isolés. Dans certains groupes qui sont peut-être pas toujours si isolés que ça, mais tout à l'heure je faisais allusion à mon apprentissage de l'Udmurt. Eh bien, l'Udmurt avec lequel j'apprenais cette langue dans les années, fin des années 50, avait fini par me confier, parce que c'était des choses qu'il n'osait pas dire, que dans son village, il y avait encore des gens qui allaient dans la forêt pour faire des sacrifices d'animaux et pour célébrer les dieux ancestraux. Paraît-il, ça existe encore plus ou moins dans certains de ces coins, mais là, Gabriel Reboursier en sait peut-être plus que moi, et qui s'est intéressé particulièrement chez les Ostiaques. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais tout de même, je voudrais qu'on dise un tout petit mot très rapidement, Gabriel Rebourset, donc de votre traduction, parce que c'est notre seul moyen à nous de plonger dans cet univers. Alors, c'est une traduction qui est savoureuse, qui est savante, qui parfois est un petit peu, je ne vous le cache pas, déboussolante. C'est-à-dire que vous utilisez beaucoup de mots précieux, rares, voire on se demande si vous ne les avez pas inventés. Donc, j'aimerais que vous disiez juste un mot. Si on compare deux petits extraits, par exemple, le vieux Väinämöinen, le sage, prend les talons roux, passe les morts à la pouliche, la rousse au limon du traîneau, il se guinde entre les lugeons, il se hisse dans le traîneau. Il y a une traduction qui était parue dans les années 30, c'est... disons plus accessible et beaucoup moins poétique. Le ferme et vieux Väinämöinen chercha son cheval au poil roux, harnacha le jeune poulain, l'attela devant le traîneau, là on comprend mieux, puis il s'assit dans le char brun, prit place sur le banc du fond. Alors là, on dirait matter of fact, on comprend mieux, mais quelque part, on perd la saveur. Vous, votre choix, c'est l'étrangeté un peu. Alors, d'abord un mot sur la traduction de Jean-Louis Perret de 1926. Elle a quand même le mérite d'avoir existé
existé. C'était la première traduction en vers. Elle date de l'époque naturaliste. Un mot est un mot et on traduit dans le rythme, mais on traduit exactement ce qu'il y a dans le finnois. Il y a très peu d'erreurs. Le texte est à peu près fidèle. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'écart par rapport au texte d'origine. Ah, quand même une énorme remarque près, c'est que le texte en finnois, pour les Finlandais, est un texte qui est lui-même complexe, extrêmement riche, extrêmement touffu, dense, parfois incompréhensible. Le Finlandais moderne, parlant finnois j'entends, déjà dans les années 50, pouvait dire que quand il lisait 10 vers, il devinait de quoi il s'agissait, mais que souvent il sautait des demi-vers, voire des vers entiers, parce qu'il ne les avait pas compris. La langue est complexe, c'est une langue archaïque en grande partie. En plus, elle a cette spécificité d'être en grande partie une langue de Carélie et non pas de Finlande. Donc, certains mots ne sont que caréliens, ils ne sont pas du tout finnois, etc. Donc, il y a une complexité originale. En tout Moi, cas, j'ai essayé de la rendre vous en avez français voulu pour dire une d'abord forme d'obscurité. Absolument. Et j'ai voulu reprendre les mots des anciens métiers, les mots de l'ancienne culture. Ils existent en français. Encore une fois, j'ai pris la Franche-Comté comme référence parce que c'est un peu une de mes racines et que la Franche-Comté a un régime climatique, culturel un peu comparable. Et puis, des néologismes, très peu. Je crois que j'en ai 5 ou 6, c'est tout dans l'ensemble du livre. Non, ce sont C'est-à-dire des mots quand vous dites « il se guinde entre les lugeons », c'est vraiment se hisser du sur vieux les bras. français. Absolument. D'ailleurs, on a gardé encore l'adjectif aujourd'hui de quelqu'un qui l'est guindé, mais le verbe a existé. Merci Gabriel Rebourset. Alors cette traduction donc est la vôtre, Le Kalevala, épopée des Finnois par Elias Lönnrot, donc est parue chez Gallimard et elle vient de reparaître en quarto, donc une édition accessible puisque c'est un livre qui coûte 24,90 € très précisément. Et puis on signale quand même que Le Kalevala, dans la traduction, alors peut-être plus scolaire, moins poétique, est paru aussi en 2009 chez Champion, donc Le Kalevala. Jean-Luc Moreau, alors parlons Udmurt, c'est paru chez, pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se familiariser avec cette langue. Et puis alors toutes vos magnifiques traductions dont nous donnons la liste sur notre site franceculture.com à la page Tout un monde, puisque vous êtes l'un des grands traducteurs et de la littérature hongroise et de la littérature estonienne. Merci à vous.